Merci de renouveler votre confiance à l'émission Sur la Sellette, le moment du grand débat. Sur notre sellette aujourd'hui, bien entendu, nous allons recevoir Maître Lionel Kalina-Menga, avocat à la Cour, près de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Maître Kalina, avec qui nous allons échanger sur l'assistance juridique, l'éthique et la déontologie du métier d'avocat, non sans aborder le projet de loi portant modification de la loi de 1992. Maître Kalina, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors nous rappelons aux téléspectateurs que Maître Kalina, bien entendu, est avocat. Il a donc un CAPA, donc le certificat d'aptitude de profession d'avocat, c'est ça? Absolument. Et il a également un DEA en droit qu'il a obtenu à l'université de Grenoble. Alors, Maître Kalina, cette présentation plutôt liminaire, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à cette présentation? Bon, je pense que vous avez dit l'essentiel. Hein. Je suis avocat, j'ai une formation d'avocat, je suis sorti de l'école d'avocat de Grenoble. J'ai également un diplôme d'études approfondies de droit pénal et sciences criminelles. Voilà pour l'essentiel de ma formation. Bien évidemment, il y a d'autres choses que j'ai fait, mais je ne pense pas que ce soit le plus important pour me présenter auprès des téléspectateurs. Alors, nous savons une chose, Maître Lionel Kalina-Menga, que les études de droit en France, notamment, je parle Europe en général, mais en France, c'est souvent difficile que vous, en tant que Congolais, que vous puissiez avoir votre CAPA là-bas en France, que vous puissiez avoir un DEA là-bas en France, parce qu'il nous revient souvent comme retour que c'est difficile pour des Congolais, pour des Noirs, pour des Africains, d'exceller dans ce sens-là. Quel a été votre secret pour que vous puissiez réussir aussi facilement là-bas? Déjà, je ne pense pas qu'il y ait de secret, non, je crois que c'est une idée reçue que de penser que lorsqu'on a eu une formation au départ, qui est une formation du Congo, et qu'on arrive là-bas, on a du mal à accéder au CAPA. Non, il y a des Congolais, et beaucoup de Congolais, dont de nombreux d'entre eux sont restés en France, ont passé ce cap-là. Ce qu'il faut dire, c'est que l'entrée à l'école d'avocat se fait sur concours, un concours où il y a à peu près 2 admis sur 10, donc ça fait une sélection. Donc cette sélection ne vaut pas que pour les Congolais, elle vaut également pour les Français, puisqu'il y en a 2 sur 10 qui accèdent à l'école d'avocat et qui obtiennent le CAPA. Après, il y a des passerelles qui permettent effectivement, après avoir eu le doctorat, d'éviter le concours et d'accéder directement à l'école d'avocat sans avoir présenté le concours et à la sortie d'avoir son CAPA. Donc je ne pense pas que ce soit plus difficile pour un Congolais ou pour un autre d'accéder. Comme partout, il faut simplement s'accrocher et puis travailler. Hein. Donc je pense que ce sont des études qui sont accessibles à tout le monde, et bien aussi bien aux Français qu'aux Congolais. Alors vous, en tant qu'avocat aujourd'hui, est-ce que tous vos diplômes, notamment la licence, vous l'avez obtenu aussi en France ou à Mariengouabi? Non, j'ai commencé mon parcours universitaire au Congo. J'ai fait ma première année de droit à l'université Mariengouabi. J'ai obtenu ma licence à l'université Mariengouabi avant d'aller poursuivre mes études à Clermont-Ferrand, où j'ai fait une maîtrise de carrière judiciaire après avoir obtenu une bourse du Congo. Après Clermont-Ferrand, j'ai poursuivi par un DEA, comme vous l'avez dit, à l'université de Grenoble, avant de faire le concours d'entrée à l'école d'avocats de Grenoble, qui a été sanctionné par le CAPA. Et après cela, bien évidemment, j'ai travaillé
une dizaine d'années au barreau de Grenoble, d'abord en tant qu'avocat stagiaire, collaborateur, et après, dans les 7 dernières années, j'avais ouvert mon étude, qui était donc le cabinet Kalina, qui était à Grenoble. Voilà. Vous avez même enseigné, bien entendu. Vous avez donc enseigné, comment on appelle ça, la cybercriminalité, c'est ça, en Europe. Et aujourd'hui, au niveau de l'Interpol, vous jouez un rôle important dans ce sens-là. Effectivement, j'ai été associé à la création du DESS, du droit du cyberespace, par le professeur Abdoulaye Cissé, qui à l'époque était le doyen de la faculté de droit de Saint-Louis du Sénégal, Gaston Berger, et qui m'avait proposé de monter avec lui sur cette aventure et de concevoir le cours de cybercriminalité. Nous avons donc conçu le cours de droit pénal du cyberespace qui comprend aussi bien le droit pénal substantiel que la procédure pénale dans le cyberespace. Et à la suite de cette expérience, nous avons conçu avec eux l'arsenal législatif sénégalais sur la société de l'information, avant d'être sollicité par Interpol en qualité de formateur pour les policiers en matière de cybercriminalité. Et nous sommes rentrés au mois de mai d'une formation que nous avons donnée pour les policiers de la région ouest africaine, une dizaine de pays sur lesquels nous avons échangé au Bénin sur les contours et l'actualité de la cybercriminalité. C'est sûr qu'on ne pourra pas s'en sortir, le cursus est tellement fourni. Alors maître Lionel Kalina Menga, je ne suis jamais seul sur ce plateau. Nous allons donc appeler le premier intervenant qui est Eric Habib, avec qui vous allez échanger sur, bien entendu, le projet de loi portant modification de la loi de 1992. Maître, bonsoir. Madame Bive, bonsoir. Actuellement, on parle d'un projet de loi portant modification de la loi de 1992. Est-ce que de façon ramassée, on peut connaître les dispositions de cette loi de 92, bien entendu? C'est vrai qu'avant de parler du projet de modification, commençons par parler du projet lui-même pour savoir ce qui va changer ou ce qu'on propose comme changement. La loi de 1992 est une loi qui encadre la profession d'avocat en République du Congo. C'est une loi qui succède à des textes coloniaux qui avaient organisé à l'époque la profession d'avocat, on dira plutôt la profession d'avocat défenseur dans notre pays. Cette loi en elle-même a constitué une véritable révolution en 1992 parce qu'elle coupait le cordon ombilical qui existait entre l'exécutif et les avocats. Pour vous permettre de suivre, il faut dire qu'avant, l'avocat était en quelque sorte un fonctionnaire qui dépendait du parquet. Il n'y avait pas de bâtonnier. Celui qui faisait office de bâtonnier et qui gérait la discipline des avocats, c'était le procureur général. Autrement dit, le procureur général qui est dans le ressort, l'œil du garde des Sceaux ou l'exécutant de la politique pénale du garde des Sceaux et donc du gouvernement, était en même temps le patron des avocats. Autrement dit, les avocats étaient dirigés par le gouvernement. Ce qui, à mains égards, posait un problème en termes de crédibilité de la défense des avocats. Surtout lorsqu'on s'embarquait dans des procès de nature politique. Oui. On pouvait alors s'interroger sur ce que pouvait être l'indépendance des avocats. Est arrivé 1992 et le cordon ombilical a été coupé. À partir de ce moment, il a été introduit dans un article 2 de cette loi les caractéristiques fondamentales de cette profession. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Ce sont ces deux mots qui fondent aujourd'hui notre profession et qui sont les valeurs cardinales de la profession d'avocat. C'est là aussi qu'est né le barreau. Absolument. Le barreau moderne. Voilà. Avec le bâtonnier tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est donc un représentant élu par ses pairs
et qui a en charge la discipline, le respect des règles et la représentation de la profession d'avocat à l'extérieur auprès des institutions et auprès des tiers et au besoin en cas de difficulté dans les procès qui peuvent nous être intentés ou que nous pouvons intenter. Voilà le rôle du bâtonnier. Il a d'abord un rôle de représentation, mais il a aussi un rôle qui tend à assurer et à garantir la discipline au sein de la corporation. Donc, c'est une profession libérale et indépendante, mais qui est structurée avec des règles qui sont des règles séculaires que nous appelons la déontologie. Ce sont donc ces règles qui nous permettent d'arbitrer les conflits entre confrères, les conflits avec les justiciables, avec les magistrats, mais en tout cas qui permettent de, en quelque sorte, de circonscrire la conduite de l'avocat, modèle, de l'avocat idéal. Pourquoi donc un projet de modification? Lorsqu'on sait que cette loi est venue comme poser les bases de votre profession, de ce que vous faites. Mais vous savez, cette loi a 20 ans. Cette loi a 20 ans, nous l'avons mise en œuvre, nous l'avons appliquée, et puis elle a montré des faiblesses. Dans le temps, la loi doit s'adapter aux évolutions, aux mœurs. Et là, dans ce cas précis, la loi a montré des signes d'essoufflement. Mais nous connaissons aussi des lois qui existent depuis des siècles. Par exemple, la loi du 901, je crois, mais qui est là jusqu'à présent, mais la loi de 1901 a été changée de multiples fois. Si vous regardez la loi de 1901 qui est sur les associations en France, elle a subi de nombreux toilettages. Si vous regardez simplement le Code civil, le Code civil date de 1804, mais si je vous dis le nombre d'ajouts qu'il y a eu dans le Code civil, ce sera peut-être l'équivalent du nombre d'articles initiaux. Donc, chaque loi est appelée à évoluer en fonction des contraintes de l'évolution des mœurs. Et donc, pour vous, vous pensez que la loi, elle est caduque? Elle n'est pas caduque. Elle n'est pas caduque, elle est perfectible. Elle est perfectible. Il y a des aspects qui sont devenus peut-être désuets, que nous devons dépoussiérer. Vous devez perfectionner. Que nous devons perfectionner, mais il y en a d'autres qui doivent être maintenus. Maintenant, en ce qui concerne ce projet de loi, je l'ai parcouru assez sommairement, mais je sais que nos instances professionnelles, c'est-à-dire le barreau, l'ordre, ont fait un projet pour amender, pour compléter la proposition venue du gouvernement. Dans cette loi, dans ce projet de loi qui nous a été proposé par le gouvernement, tout n'est manifestement pas mauvais, mais tout n'est pas bon non plus. Donc, le juste milieu. Voilà, il y a un espace pour la discussion et les avocats se sont installés dans cet espace et ont fait leurs propositions et nous escomptons que ces propositions puissent être agréées auprès du gouvernement. En 1992, lorsque vous parliez du métier d'avocat qui finalement avait posé ses bases en cette année-là, notamment avec les deux maîtres mots que vous avez utilisés, donc profession libérale et indépendante, au niveau de ce projet de loi qui tend à modifier la loi de 1992, quels seraient aussi les maîtres mots ou les grands défauts? Non, une chose est certaine, nous, avocats, nous sommes très jaloux de notre indépendance chèrement acquise. Nous sommes également jaloux du caractère libéral de cette profession, parce que nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous en payons le coût, nous n'avons pas la sécurité de l'emploi des fonctionnaires, nous n'avons pas de salaire garanti, nous n'avons pas de retraite, nous sommes des libéraux, c'est-à-dire lâchés comme ça, et nous devons travailler pour garantir tout cela. Ça a un coût, ça peut nous apporter quelquefois des satisfactions, parfois du point de vue de la symbolique, en tout cas de l'image que nous renvoyons à l'époque à la population et au subconscient collectif, c'était une profession et c'est une profession noble. On a pris des coups, comme partout. Mais ça restait une profession noble, mais avec beaucoup de sacrifices. Donc s'il y a des choses que nous pouvons accepter, s'il y a des évolutions que nous pouvons accepter, nous n'accepterons aucune régression. Et la profession est prête à se mobiliser
pour sauver ce qui en constitue l'essentiel, c'est-à-dire le caractère libéral et indépendant. Donc, nous analysons l'ensemble de ce projet de loi à l'aune de ces deux critères. Toutes les dispositions nouvelles qui nous sont proposées, nous regardons d'abord si elles ont pour effet d'entamer le caractère libéral et indépendant de notre profession. Donc ça sera notre grille de lecture. Chacune des dispositions qui portera atteinte à ces deux maîtres mots sera vivement combattue par les avocats. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de combattre parce qu'on se comprend. C'est le sens même de l'évolution. Aujourd'hui, la profession d'avocat et son caractère libéral et indépendant fait partie des critères d'appréciation de l'état de droit. On apprécie un état de droit notamment lorsqu'on peut y observer une défense libre, libérale et indépendante. Si demain on voulait ou on avait la tentation de nous retirer cette indépendance, ce serait une régression par rapport à l'évolution normale des choses au niveau international. Maintenant, en ce qui concerne les hommes... Comment ferez-vous? Vous n'êtes que des avocats, ce n'est pas vous qui votez les lois. Certainement que ce projet de loi sera soumis au niveau de l'Assemblée nationale. À quel moment, vous, avocats, vous allez intervenir dans le cadre de l'amélioration ou du perfectionnement de ce projet de loi? À quel moment? Mais nous intervenons déjà. Vous savez que lorsque le gouvernement a envisagé ce projet de loi, il a travaillé dessus et il a envoyé son projet aux avocats. En envoyant son projet aux avocats, il a donc établi un canal de communication pour que ceux-ci lui fassent part de leurs observations. Donc il y a là un espace de dialogue et de communication entre personnes intelligentes qui se disent ça peut passer, ça peut pas passer pour telle et telle autre raison. Et donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous entendre si les propositions que nous les contre-propositions que nous formulons sont pertinentes. D'accord, merci maître Eric Habib. Oui, exactement. Est-ce qu'au terme de cette loi, est-ce que des changements pourraient intervenir, par exemple au niveau du port de la toge? Non, la couleur par exemple. Non, les changements, je ne sais pas s'ils seront perceptibles par les profanes. Hein. Je ne sais pas, ce sont des changements dans le fonctionnement de nos institutions. Désormais, comme ça se passe un peu partout dans le monde, j'ai lu une disposition qui disait par exemple qu'un bâtonnier se présente 2 fois et puis il ne peut pas se présenter une 3e fois pour favoriser l'alternance démocratique. Donc, si on limite les mandats du président de la République ici, je ne vois pas pourquoi on ne limiterait pas les mandats d'un bâtonnier. Donc la démocratie, c'est donc toute la société. J'ai vu également qu'il y avait une proposition, un texte qui disait qu'on ne pouvait pas, que le bâtonnier ne pouvait pas être en même temps celui qui ouvre une enquête et qui préside la juridiction qui est appelée à juger la personne renvoyée. Parce qu'en renvoyant la personne devant la juridiction, il s'est déjà fait un avis. Il peut pas être... C'est comme si on était en même temps procureur et président du tribunal correctionnel. Donc là également, on a introduit des modifications là-dessus, qui ne sont pas des originalités, puisque la loi de 92 est une réplique de la loi de 71 en France. Et cette loi de 71 en France a elle-même déjà subi ces évolutions. Donc nous sommes en train de suivre ces évolutions-là. Cela dit, il y a des aspects qui nous ont inquiétés. Il y a des aspects qui nous ont inquiétés, notamment où on a senti une tentative de reprise en main. Alors pour terminer, oui. Jibel, c'est une question personnelle. À quelle formation politique appartenez-vous? Non, mais je n'ai pas de formation politique. Pourquoi? Est-ce que la loi vous interdit? Non, la loi ne m'interdit pas de ne pas choisir. Il y a des confrères qui sont présidents de parti, d'autres qui sont membres de tel ou tel autre parti. Mais pour ma part, je pense que pour mon confort personnel dans l'exercice de mon ministère, il vaut mieux que je sois apolitique. Alors, maître Lionel Kalina-Menga, après donc cette entrevue sur, bien entendu, le projet de loi portant modification de la loi de 1992, nous allons recevoir le deuxième intervenant qui est Chief Chivongo, avec qui vous allez parler de l'assistance juridique. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Chivongo. Voilà, quand on vous voit dans vos doges, je vais parler là des avocats, souvent...
à la cité, particulièrement, on se dit comment faire pour se rapprocher de ces hommes en toge. Je parle ici d'avocats puisqu'il est question des avocats. Comment faire? Quelles sont les procédures pour se rapprocher d'un conseil d'avocats? C'est pas donné à tout le monde, c'est tout un tabou, c'est tout un mythe, et surtout quand vous êtes dans ces toges noires, comme je disais. Comment faire? Quelles sont les procédures pour qu'un justiciable, un client, se rapproche de vous? Oui, c'est vrai que, dit comme ça, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que pour nous, le problème ne se pose pas. Le problème pour moi, à mon niveau, ne s'est jamais posé, et je n'imagine pas qu'il puisse se poser pour d'autres. Parce qu'on est accessible de la façon la plus simple qui soit. Il suffit de demander à son voisin, est-ce que vous connaissez un avocat, et de prendre son numéro de téléphone, prendre rendez-vous avec lui pour poser son problème. Généralement, les avocats sont ouverts et très accessibles. Deuxièmement, deuxième possibilité, se présenter au tribunal, dire je voudrais avoir un avocat, et on vous en indiquera un, puisque nous avons notre tableau, le tableau de l'ordre des avocats, qui est affiché chez le procureur, qui est affiché chez le président du tribunal et qui est affiché chez le greffier en chef. Donc soit vous connaissez déjà un avocat, vous avez son nom, vous n'avez pas ses coordonnées, vous allez là-bas, vous vous rapprochez d'eux, on vous donne le numéro de téléphone, soit vous n'en avez pas et vous en demandez un, et puis on vous en choisira un, ou on vous en proposera plusieurs et vous aurez à choisir parmi eux. Donc il y a là des canaux qui permettent d'avoir accès aux avocats, mais c'est vrai que nous avons au sein de l'ordre et au sein du barreau de Pointe-Noire en particulier, relevé un déficit de communication entre les justiciables et nous. Merci de le reconnaître. Et nous avons depuis bientôt 2 ans, c'est vrai avec une régularité parfois qui laisse à désirer, mais nous avons mis en place une initiative de consultation gratuite et décentralisée dans les communes, dans différentes communes qui sont choisies, Loindili, Lumumba. Vous voulez parler là des cliniques juridiques? Non, ce ne sont pas des cliniques juridiques. D'accord. Ce ne sont pas des cliniques juridiques, ce sont des consultations gratuites organisées par le... Qu'est-ce qui vous gêne? C'est